On est heureux de se retrouver. Nouveau gouvernement. Alors, Benaïm, tu vas nous parler du nouveau gouvernement. Tu vas nous dire Gilles plutôt, merci. Et moi, pendant ce temps-là, je vais éternuer. Alors, il y a 38 ministres, donc 16 de plein exercice, avec 7 ensemble et 3 LR. Donc ça veut dire que globalement, bon ça, il y a d'autres découpages, mais globalement, les grandes tendances, c'est un gouvernement qui fait la part belle aux macronistes. On peut remarquer aussi que c'est un gouvernement où il n'y a pas de postulants pour 2027. Les grands ténors, les Wauquiez, les Bertrand, les Attal par exemple, eh ben ils ne sont pas dans le gouvernement. Donc on pourrait dire que c'est un gouvernement non pas de second couteau, mais où il n'y a pas les ténors. Non, c'est absolument ça. C'est l'équipe B de l'équipe d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on a pas mal de députés qui ont des promotions et en effet, ceux qui ont des pensées pour 2027, Attal, Darmanin, Bruno Le Maire, ils partent tous du gouvernement. Pour préparer 2027. Pour préparer 2027, absolument, à l'extérieur. Alors ça va être très difficile pour Attal car il est à la tête des macronistes et c'est Michel Barnier le Premier ministre. Ça va être compliqué pour Darmanin car aujourd'hui il n'a rien du tout, si ce n'est son poste de député. Et ça va être très compliqué pour Le Maire qui est parti enseigner en Suisse. Ouais, exactement. Il est parti faire quoi, lui ? Il est parti enseigner en Suisse. Ah ouais, et on a des nouvelles. Alors, je lance une alerte enlèvement aujourd'hui sur Europe 1. Non, mais franchement, c'est vrai. Les gars, on a un énorme problème avec une personne. Où est passé Éric Dupond-Moretti ? Alors, Jules Torres. Marine Le Pen a dit texto, si Éric Dupond-Moretti est, je cite, recyclé au gouvernement, il y aura une motion de censure. Oh, j'adore. Quelle belle phrase. Donc on peut dire Marine Le Pen a tué Éric Dupond-Moretti. C'est la plus belle phrase de 2024 pour moi, excusez-moi. C'est la plus belle phrase de 2024. Voilà, je la mets au crédit. On est à deux doigts de passer un coup de fil à Marine Le Pen pour lui dire pourquoi. D'ailleurs, on va lui demander, tiens, vous savez quoi, lundi, on va essayer de l'appeler. Parce que franchement, c'est pourquoi Éric Dupond-Moretti, elle aussi, elle est... parce qu'Éric Dupond-Moretti, c'est finalement le laxisme de la justice qui est incarné. C'est-à-dire que depuis des années, il est plus proche des délinquants que des victimes. Dans pas mal d'affaires, il a pris position et fait et cause pour les victimes, pour les délinquants et non pas pour les victimes. Alors, et en plus, il a un truc, il a un truc, Éric Dupond-Moretti, dès qu'il voit quelqu'un, n'importe quoi, hein. Il arrive à la boulangerie, on lui a donné une baguette, il demande une baguette pas trop cuite, on lui donne une baguette trop cuite. Vous êtes vraiment des fachos. Alors ça, c'est vrai. Dès qu'il a plus rien, exactement. Dès qu'il a plus rien à dire, vous êtes vraiment des fachos. Regardez-moi ces fachos. Il y a un mec, qui roule à 55 au lieu de 50. Regardez-moi ce facho. Bon donc voilà. Donc Éric Dupond-Moretti, c'est vrai que lui, en tout cas, on ne l'entend pas. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et c'est le seul qui utilise encore les arguments moraux contre le RN, qui les traite de fachos d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, c'est plus du tout possible. Et Éric Dupond-Moretti, il vit dans les années 80. Éric Dupond-Moretti, là actuellement, vous savez ce qu'il est en train de faire là ? Il est dans sa Renault 19 en train d'écouter du Claude Barzotti. En fait, il a jamais su saisir l'ensemble du poste. C'est-à-dire qu'il est resté avocat. Et quand vous êtes ministre de la Justice, vous ne pouvez pas rester avocat. Il est resté avocat. Mais oui, il est resté avocat. Je l'ai pas vu avocat. Non, ce qu'on peut mettre à son crédit, c'est l'augmentation budgétaire du ministère. Mais alors, augmentation budgétaire pour en faire quoi ? Moi aussi, je veux vous augmenter. Ouais. Non, mais non, tu peux pas. Mais non, mais les mecs, arrêtez, augmentation budgétaire pour en faire quoi ? C'était une catastrophe. Oui. Tout le monde le dit. Alors, on parle de, justement, la justice qu'on va faire poste par poste, hein, bien entendu, sur Europe 1 aujourd'hui. Puis on va prendre beaucoup d'auditeurs qui vont nous dire ce qu'ils pensent de ce gouvernement. Enfin, pour l'instant, on a des noms qui sont sortis. Oui. A priori, 80%, ce sera le gouvernement. Vous voulez qu'on rappelle la liste ? On va la rappeler après, Benaïm, je vous rappelle dans la semaine. Pour l'instant, on parle à la justice de Didier Migaud. Oui. L'avant-centre de Lille. International belge. Qui a failli être transféré au Spartak Moscou l'an dernier. Didier Migaud. Non mais alors, j'ai eu des gars hier sur Didier Migaud, ils m'ont dit que... Alors, j'ai eu des avocats hier. Ils m'ont dit que Didier Migaud, attention, c'est pas un charlot. C'est pas un gaucho, ouais, mais c'est pas un droitard. Je sais, mais il paraît qu'il est bon. Moi, j'ai eu beaucoup d'avocats hier qui m'ont dit, alors chez les avocats en tout cas, parce que j'ai passé des coups de fil hier soir, j'avais besoin de travailler. Et c'est vrai que tout le monde me disait, tous les avocats que j'ai eu m'ont dit, ah non, Didier Migaud c'est quand même une procédure. Mais c'est pas son domaine de prédilection, la justice, Migaud. Il est très bon, c'est en effet pas son domaine de prédilection, c'est-à-dire que lui, c'est normalement un ministre de l'économie, c'est-à-dire qu'il a été président de la commission des finances, il a été questeur de l'Assemblée nationale, exactement. Il a été président pendant 10 ans de la Cour des comptes après Philippe Séguin en 2010, nommé par Nicolas Sarkozy, donc c'est vrai que il a fait pendant des années une ode à la restriction budgétaire, donc là il aurait été parfait dans le poste à Bercy. Il a aucune compétence sur la justice, donc a priori
ce qui circule au sein de la Macronie aujourd'hui, c'est que ce serait une contrepartie pour ensuite être nommé au Conseil constitutionnel. Ah, d'accord. Marche au pied. Je vois le genre. Ce serait l'ouverture à gauche, c'est-à-dire que c'est le seul qui vient du Parti socialiste. D'accord. Et ensuite, il irait au Conseil Mais constitutionnel. en tout cas, je vous le dis, on dit qu'il est bon. On dit qu'il est bon. Après, on va voir ce qu'il va faire. Après, vous savez, on est toujours mieux que le pire. Donc, forcément, il devrait s'en sortir. Non, mais c'est vrai. Il a juste à faire un petit peu moins de resto que Éric Dupond-Moretti. Je sais pas combien Éric Dupond-Moretti a coûté en ticket resto au ministère de la Justice. Ah, les frais de bouche. Mais lui, c'est pas le garde des sceaux, c'est plutôt le garde des desserts. Hein. Non, mais chaque fois que j'allais dans un restaurant, je vous jure que je voyais Éric Dupond-Moretti. À chaque fois, c'est un truc de fou, le gars, sans déconner. J'ai dû, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a été transféré au guide Michelin. C'est incroyable. Le gars, j'ai dit, à un moment, je me suis dit, j'ai cherché les caméras, j'ai dit, il y a peut-être un remake de l'aile ou la cuisse. Mais c'est vrai, il a repris le rôle de Louis. Non, mais c'est un génie. Ah non, mais le gars, je l'ai vu. Non, mais c'est pas. En plus, quand il va au resto, il vous explique. Lui, c'est midi, 17h. Hein. Ah bah après, il enchaîne direct avec le goûter. Il a le goûter là, avec Papy Brossard à 18. Le savane. Il a un savane, il a un tout choco là, à 18h. Et puis après, il enchaîne sur le soir. Non, mais lui, c'est des journées. Ah bah, il sort de là, lui, il a une mallette. Vous savez qu'il a une mallette, toujours, Éric Dupond-Moretti. Vous croyez qu'il y a des dossiers? Ah, il est bien portant. Hein. Non, il y a du Malox, il y a des trucs. Je vous le dis, non, mais voilà. Après, voilà, on s'en fout. Voilà. Mais c'est juste que il passe son temps au restaurant, moi je m'en fous. Moi aussi, j'adore manger. Moi, voilà, on peut pas dire que je sois mince. Hein. Voilà, mais en tout cas, le truc c'est que lui, voilà, il ferait mieux de bosser. Voilà, parce que moi, moi je vais au restaurant, mais on peut pas dire que je suis un gros bosseur. Voilà. Merci. Sur Didier Migaud, la seule interrogation qu'on peut avoir, c'est qu'en 2007, il a voté contre les peines planchées. Vous savez, c'est des peines minimales pour les personnes qui agressent, par exemple, des policiers ou des gendarmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup des refus d'obtempérer, vous savez. Il y a des délinquants qui sont libérés et qui ne font pas de détention provisoire. Donc il y a un vrai sujet. Ça avait été ensuite supprimé sous François Hollande en 2014. Alors justement, attention, ça c'était en quoi? C'était en 2017 2007. En 2007. On est en 2024, il a peut-être évolué 17 ans après, il voit un petit peu ce qui se passe encore hier. 3 refus d'obtempérer. Donc c'est tous les jours, c'est devenu la nouvelle mode. 70 par jour. Refus d'obtempérer, 70 par jour. Voilà. Gilles Vernet, est-ce que vous dites de ça là? C'est terrible, il faut obéir à l'autorité. Ouais. Et quand on n'a rien à se reprocher, on s'arrête. Et quand on a quelque chose à se reprocher, on s'arrête aussi. Ouais. Et on voit. C'est exactement ce que je fais avec ma meuf, moi. Quand avec ma meuf, c'est pareil. Quand j'ai rien à me reprocher, je m'arrête. Quand j'ai quelque chose à me reprocher, je m'arrête aussi. Et moi, il y a quelque chose qui me terrifie, c'est que très souvent, quand les gens sont interpellés après, ils conduisaient en ayant pris des stupéfiants ou de l'alcool. Ah oui. Et ça, c'est un fléau absolu. Non, les 2 millions de personnes qui roulent sans permis. Ouais. C'est colossal en France. Hein. 2 millions de personnes, c'est grave. Hein. Qui est ce gars? Excusez-moi. Non, mais les chiffres sont inquiétants. Si vous êtes sur Europe 1, est-ce que vous pouvez me dire qui est ce gars qui vient de parler? Merci. C'est cette personne. Bon, alors, on va revenir sur les noms qui sont sortis. On va revenir ministère par ministère important. Hein. On va pas faire non plus. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Oui. Le ministère des babouches à talons. Les babouches à talons, on va pas le faire. Hein. Ça va. On s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais bon, voilà. On va faire agriculture, c'est important. Intérieur. On va parler d'abord de Bercy, parce que Bercy, c'est une surprise. Apparemment, Laurent Wauquiez aurait refusé le ministère de l'économie. Il l'a dit à son groupe parlementaire. Il l'a pas dit qu'à eux, il a fait une annonce dans le métro apparemment. Les lignes 2, 3, 4, 6 sont malheureusement bloquées et je vous rappelle que j'ai décliné l'offre pour le ministère de l'économie. Merci. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Merci. Oui, donc juste Antoine Armand, donc 33 ans, élu de Savoie, député depuis 2022. Antoine Armand, qu'on a vu l'année dernière, marqué 2 buts à Guingamp. Lors de la phase de groupe de Ligue des Champions. Il avait été excellent face au Spartak Moscou. Non, mais Antoine Armand qu'on a reçu ici. Il y a 10 jours. Il est très bon, c'est un très bon communicant, un très bon politique. Il est pas du tout dans la langue de bois. Ouais, c'est depuis quelques semaines le président de la commission des affaires économiques, donc il connaît évidemment ces sujets. La question qui se pose, c'est que
le poste de Bercy Personne était prédestiné. Déjà, personne ne le voulait en effet. Pourquoi ? Parce que c'est un mastodonte. C'est une administration incroyable. Qui est déjà allé à Bercy sait que par exemple pour aller jusqu'au bureau du ministre, il faut marcher 20 minutes à partir du moment où on rentre dans le ministère. Oui, vous avez jamais déjeuné avec Bruno Le Maire ? Faut qu'il achète des rollers. Non, Bruno Le Maire, non. Et donc lui, il est resté 7 ans et il nous occupé. disait évidemment que c'était une administration massive, pardon. Et donc ça va être un vrai sujet pour lui, d'autant qu'il y a le budget qui va arriver à partir du 1er octobre, la première semaine d'octobre, qu'il va falloir faire des coupes dans les dépenses publiques, que Michel Barnier a dit on n'augmentera pas les impôts pour les classes moyennes. Donc où est-ce qu'on va aller chercher ces économies ? Évidemment, a priori, la première piste ce sera sur les aides sociales. La question c'est est-ce que le RN s'en sortira ou pas ? On sait que Marine Le Pen, elle a un droit de quasiment de vie ou de mort sur ce gouvernement. Si on s'en prend aux classes moyennes, aux classes populaires, ce gouvernement il sera censuré illico presto. Illico presto. Illico presto. Non, vraiment, non, mais c'est sûr. Alors, juste sur Antoine Armand, qu'on connaît bien, ici on l'a reçu plein de fois. Bon, très bon communicant, je pense que les Français vont l'adorer. Il n'est pas langue de bois. C'est le négatif de Bruno Le Maire. Ouais. C'est-à-dire que Bruno Le Maire, on va pas se mentir, Bruno Le Maire, c'est pas le roi de la fête. Non, mais c'est vrai, quand tu vas à Ibiza, tu te dis pas tout de suite, je vais appeler Bruno Le Maire. Non, mais franchement, non, mais c'est pas la première personne qui te vient en tête, tu vois. C'est sûr. Oui, tu dis normalement, lui, il est plutôt à Oulgat. Non, Bruno Le Maire, sans déconner, là, franchement, il est raide. Il est raide. Bruno Le Maire, il est plus que raide. Sauf dans ses livres. Sauf dans ses livres. C'est chaud. Dans ses livres, il est raide, mais d'un autre côté, quoi. Là, il est plus raide en Fabien Lecoeuvre. Raide et moelleux, comme lui. Bruno Le Maire. Mais Antoine Armand, c'est tout le contraire. Très sympa. Qui communique beaucoup, vous l'avez dit. Pédagogue. Jules Torres. Pédagogue, exactement. Podologue également. Il a un diplôme. N'importe quoi. Très pédagogue, Antoine Armand. Et je pense qu'il va mieux communiquer avec les Français. Après, la tâche est extrêmement... Le vrai problème à Bercy, c'est qu'on est un peu souvent, c'est le président qui décide la politique économique du pays. C'est ce que Bruno Le Maire a dit pendant des années. Parce qu'il va le piloter. Mais c'est ce qu'on disait aussi avec Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, en fait, en 2022, il dit, il tire la sonnette d'alarme. Il dit c'est plus possible. Là, il y a un dérapage des comptes publics. Il faut arrêter. Et le président lui a dit c'est non. On va voter ce projet de loi de finances rectificative. Et tant pis, c'est le quoi qu'il en coûte. Finalement, c'est la poursuite du quoi qu'il en coûte du Covid-19. Et Bruno Le Maire, il pouvait rien faire à ça. Il aurait dû démissionner d'ailleurs à ce moment-là. Gilles Verdouze. C'est aussi un poste quasiment sacrificiel parce qu'on ne sait pas l'état exact des comptes du pays. Donc il fallait quelqu'un qui soit pas un ténor. On les connaît. Non, mais je veux dire, c'est 3100 milliards de dettes. Oui, mais il fallait quelqu'un. Tu te rends compte le banquier comment il doit les appeler tous les jours, ceux-là ? Ah bah oui. Non mais nous, nous sans déconner, on a 310 balles de dette. On est dans le rouge de 310 €. Tu te réveilles le matin à 8h02, t'es persuadé que t'as Monsieur Choucroune qui t'a appelé. Monsieur Choucroune de la BNP. Ou bien Monsieur Filouche. Alban Birbeau du CIC. Non mais c'est sûr, franchement. Armand Birbeau du CIC. Monsieur Torres, on a vu qu'il y a un virement qui est passé de 315 €. On est un petit peu embêté avec l'équipe du CIC. Est-ce qu'on le prend ou pas ? Non mais sans rien. Et eux, ils ont 3,100 milliards de dettes. 3100 milliards. 3300 même maintenant. 3300 maintenant. Quand on parle, là ils sont déjà à 3400. Alors que l'Union européenne impose 3% de déficit public, on est à 5,6 et on sera sans doute à 6 en 2027. Exactement. C'est trop risqué pour n'importe quel ténor. Vous le disiez, Bercy, personne n'en voulait. C'est impossible. Vous vous rendez compte ? Il voulait mettre qui, Pavarotti ? Non, mais celui. Il faut un technicien, mais qui n'ait pas d'ambition pour 2027. Sinon, vous êtes mort, vu l'état du pays. Je croyais que ça allait mettre un ténor à Bercy. Le gars arrive. On a combien sur le déficit ? Le mec chante la dette. Je sais pas, il y a le ténor dans le bureau là. Fait que chanter. Je sais pas, il fait pas du tout du budget, il fait que chanter. Non mais ça serait énorme. Bon, les chéris, on va prendre des auditeurs dans un instant. Je voudrais qu'on parle. On n'en peut possible du ministère de l'Intérieur. Vous voulez que j'aille, Cyril, sur le ministère de l'Intérieur ? Alors c'est Bruno Retailleau. Donc Bruno Retailleau, qu'on a vu la semaine dernière faire un très gros match à Clermont en Ligue 2. Doublé de Bruno Retailleau. Doublé de Bruno Retailleau à la 72e minute. Bruno Retailleau apparemment. Alors Bruno Retailleau, c'est le patron des sénateurs LR qui tient ce groupe-là depuis maintenant quasiment 10 ans. C'est un Vendéen, libéral conservateur,
très très dur sur les questions migratoires et de sécurité. Il va plaire au RN. Il va plaire au en tout cas, je ne sais pas s'il va plaire au RN, mais en tout cas, il ne proposera. Il n'était pas contre le mariage pour tous, lui. Si, il a manifesté contre je sais, le mariage parce pour que tous en alors, je vais vous dire 2013, comment je l'ai su, moi. Comme la plupart des députés LR. Je sais, mais je vais vous dire comment je l'ai su, moi. C'est que je sortais de chez moi, et j'arrivais pas à sortir avec ma voiture. Il y a Bruno Retailleau qui passait devant ma voiture. Parce que je roulais pas. Donc je lui ai dit, Bruno, merci, tu es là pourquoi? Non, mais je me rappelle à l'époque, c'était vers le Trocadéro. Absolument. Exactement. Tout à fait. Je me rappelle très bien. Ça m'avait empêché parce que j'avais rendez-vous avec une copine, et puis voilà, et puis donc voilà, mais c'était très sympa, les gars étaient très sympas. On a discuté, je me suis arrêté 2 minutes, comment ça va? Vous êtes là pour ça, très bien. La semaine prochaine, il y a quoi? Non, la semaine prochaine, c'est autre chose. Bon, très bien, merci, au revoir. Donc non, lui, très très dur sur les questions de sécurité, très très dur sur la question migratoire. Il ne laissera rien passer. Sa première mission, ça va être d'appliquer les obligations de quitter le territoire français. Gérald Darmanin, sur les dernières années, il avait réussi à les remonter a priori là à 20%. C'est encore trop peu, évidemment. On a des refus d'obtempérer tous les jours. Hier, vous avez reçu le père de Camilla. Voilà, on sait qu'il y a une impunité totale qui règne au niveau de la justice. Donc là, ce ne sera pas que pour lui, mais ce sera évidemment un sujet charnière pour Bruno Retailleau. La question, c'est est-ce qu'il pourra, avec une aile gauche de la majorité macroniste, pouvoir faire passer tous les textes qu'il veut? C'est pas sûr. Souvenez-vous, lors de la loi anti-casseurs contre, vous savez, les casseurs qu'il y avait dans les manifestations, notamment celle des Gilets jaunes, eh bien, il y avait une proposition qui émanait du Sénat où il voulait interdire de manifestation les Black Blocs. Ça avait été refusé par l'aile gauche de la Macronie et le Conseil constitutionnel. Exactement. Non, mais c'est rien. Bon, Jules, on est sûr de Bruno Retailleau ou pas? C'est vraiment sûr à 2000%. Certain. Ça sera lui. Parce qu'on l'a annoncé aussi, on l'a annoncé à Bercy à un moment. En fait, il y avait un ballottage entre lui et Laurent Wauquiez. Mais pour le coup, il a été très bon, Bruno Retailleau, parce qu'il a réussi à faire plier finalement Laurent Wauquiez. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est fou parce que Bruno Retailleau, à la base, il était à la justice. Dans la première liste qui sort il y a une semaine, il est nommé à la justice. Lui, il veut pas du tout de la justice. Il veut l'intérieur ou rien. Et il obtient l'intérieur à la fin. Allez, vous réagissez sur Europe 1, vous nous appelez, bien entendu. On va vous prendre dans un instant, on va prendre beaucoup d'auditeurs qui vont réagir sur ce gouvernement. Est-ce que c'est tout ça pour ça, ou est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous trouvez que le gouvernement est conforme aux dernières élections législatives anticipées qui ont eu lieu au mois de juillet, et juin et juillet? Vous nous dites tout ça sur Europe 1, bien entendu. Et puis Gilles Verdez est là, si vous voulez parler, bien entendu, de tout ce qui est LFI, etc. Il vous accueillera dans son bureau. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe. Quel bonheur de vous retrouver tous les jours, 16h, 18h, on marche sur la tête, et forcément aujourd'hui on parle du nouveau gouvernement, de New Government, yes, in English, Europe we won, yes. Merci d'être avec nous. Il y a pas mal d'auditeurs qui veulent réagir, bien entendu, sur ce gouvernement. On va faire un petit peu donc on a fait le ministère de l'Intérieur, on a fait Bercy, on a fait la justice. On dit un petit mot de l'éducation nationale quand même, Jules Torres? Pour l'instant, il y a une incertitude sur l'éducation nationale. Sur la culture et l'éducation nationale, c'est l'incertitude est là. Parce qu'il y a Rachida Dati qu'on pressent à l'éducation nationale, mais qu'on pressent aussi au ministère de la Culture. Exactement. Alors hier, j'avais un conseiller du président de la République, moi je lui disais, ça semble quand même très gros, l'éducation nationale, c'est des missions grandes. La culture, on sait que le monde de la culture est très très, critique de Rachida Dati. Par ailleurs, elle a aussi ce gros dossier, vous savez, de France TV, où il y a une loi qui normalement va passer pour réunifier France Télévisions. Il vaut mieux qu'elle reste comme ça. Et cet entourage, absolument, et cet entourage du président de la République m'a dit texto, il n'y a rien d'assez gros pour Rachida Dati. Donc c'est-à-dire qu'elle pourrait prendre les deux portefeuilles, et ce serait assez peu commun dans l'histoire de la Ve République qu'on ait autant de... Parce que c'est vrai qu'on a une incertitude sur culture et éducation nationale. On parlerait, sachez-le, peut-être d'un retour de Pape Diouf, l'attaquant monégasque. Il faut demander ce qu'il allait dire. Jean-Michel Trougnard. Ils ont que des noms de joueurs de foot, j'adore. Non mais en tout cas, Gilles Verdez a dit un truc très intelligent tout à l'heure, en début d'émission. Oui, si vous n'étiez pas là sur Europe 1, chers auditeurs, vous avez loupé quelque chose d'important quand même, parce que ça n'arrive pas quand même tous les 4 matins. Et Gilles Verdez a dit, il n'y a pas de ténor. Non mais franchement, mais c'est vrai. Il n'y a pas de gars qui peuvent aller chercher 2027. À part, et moi je le dis, vous ne me croyez pas ici. À chaque fois, vous me dites non. Attention à Michel Barnier. Attention à Michel Barnier. Mais moi je vous le dis. Rachida. On a oublié que Michel Barnier il s'est présenté à la primaire. Bien sûr. Je pense qu'il il voulait retourner en prison.
Moi, je pense qu'il aura des ambitions. Il aura des ambitions présidentielles. J'en suis Bien sûr, certaine. il s'était en effet présenté à la primaire en 2021 pour les Républicains. Il n'était pas du tout arrivé au second tour. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'à cette époque-là, il avait des affiches Barnier 2022 qui ressemblaient à celles de Obama en 2012. Ouais, je me rappelle. C'est vrai. Alors, il y a ténor, si Rachida Dati reste, il y a Rachida Dati. Rachida Dati, c'est une ténor. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait se présenter à l'élection je pense que présidentielle. non. Elle, c'est plutôt la mairie de Paris. Mais honnêtement, vu ce que Gabriel Attal fait actuellement, il n'est pas impossible que lui se présente sous la bannière de la majorité présidentielle, enfin la minorité présidentielle, à la mairie de Paris. Donc ça compliquerait gravement la tâche de Rachida Dati. Et Rachida Dati pourrait se sentir pousser les ailes. Vous savez, ça va très vite une carrière. Éric Ciotti, il y a 2 ans, il était simple député. Il est ensuite devenu président des Républicains et il a fait basculer la droite avec le RN. Et ça s'est passé en 1 an et demi. Donc tout va très vite en politique. C'est vrai que mais tout va très vite dans toutes les carrières. Regardez, hier matin, hier personne, vous m'avez appelé. Exactement. Mais vous n'êtes toujours personne. Et aujourd'hui, vous êtes la fine fleur de l'audiovisuel français. Donc bon, voilà, on va pas se raconter d'histoire. Hein. Bien entendu, bon, les grands perdants, c'est qui? Darmanin. C'est Gérald Darmanin. Non, mais Darmanin, on pensait qu'il voulait vraiment rester. Ah oui, il voulait rester. Et là, le problème, c'est que, vous savez, il y a eu plusieurs étapes dans le processus de Darmanin. 2027, il va préparer. Oui, mais alors c'est très difficile de préparer 2027 de l'extérieur. Hein. D'ailleurs, parlez-en à Édouard Philippe, c'est très compliqué parce qu'on pèse pas du tout dans les discussions. D'autant que lui, il a pas de parti. Édouard Philippe, il a l'avantage d'avoir un parti. Donc, il a 35 députés à l'Assemblée nationale. Ça pèse. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin, après législative, il voulait prendre le groupe Horizon d'Édouard Philippe. Il n'a pas réussi. Il voulait ensuite prendre le parti Renaissance. Il n'a pas réussi. Ce sera a priori Elisabeth Borne ou Gabriel Attal. Ouais. Il voulait ensuite prendre le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale et il s'est fait griller la politesse par Gabriel Attal. Donc maintenant, il n'a rien sauf son mandat de député. Donc ça va être très compliqué d'exister dans une majorité où son chef, c'est Gabriel Attal. Et il n'a pas non plus de parti, il a un petit parti local à Tourcoing. Et donc ça va être très compliqué pour lui. Je vois un rapprochement, moi. Je peux me tromper. I can trump me. Je vois un rapprochement plutôt Édouard Philippe, Gérald Darmanin. Complètement. Je suis mis d'accord sur cette ligne. Ils les ont déjà tapés dans la main. C'est fait. Ce sera un binôme en 2027. Exactement. Ce sera un ticket. Ouais. Ce sera un ticket en 2027. C'est ce que tout le monde dit. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Ils s'entendent très bien. Ouais. Ils se connaissent depuis des années. Ils ont même à un moment donné participé ils avaient le même groupe de déjeuner qui s'appelait le groupe de déjeuner du Bellota. Ils sont partis 2 semaines au Cap d'Agançon en 99. Je me rappelle, je les avais vus avec le petit bonhomme en mousse. Ils s'apprécient, notamment avec aussi Sébastien Lecornu. Mais en tout cas, oui, les deux sont en tout cas cul et chemise. Si but de Lecornu, but à Valenciennes. Moi, perdant, je vois aussi Wauquiez parce que je trouve que pardon, mais Wauquiez, on l'a mis partout et il est nulle part. Mais attendez, c'est comme moi, comme moi cet été. Je voulais me mettre partout et je me suis retrouvé nulle part. Non. Wauquiez, il s'en sort très bien. Vous êtes fou quoi. Il est président des Républicains. Il est quoi? Il est patron des Républicains. Il est président du groupe LR, du groupe à droite à l'Assemblée nationale. Ah oui, de la droite républicaine. Il a les mecs. Vous êtes fou quoi. C'est pour moi c'est un des grands gagnants. Je suis désolé. Oui et non, c'est-à-dire qu'il aurait voulu rentrer au gouvernement, ça c'est sûr. Il aurait voulu rentrer au gouvernement, mais il avait trop de conditions. C'est-à-dire que lui, c'était l'intérieur-rien. Emmanuel Macron, il a aucune confiance en Laurent Wauquiez, qu'il voit quelqu'un comme un petit peu perfide, manipulateur, et en effet qui prépare 2027. Donc Emmanuel Macron, il voulait surtout pas confier les rênes de la sécurité. Vous savez, Beauvau s'occupe de la sécurité du président de la République. Donc jusque dans le lit d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, Beauvau est là quasiment. Oui, donc on peut pas qu'il est pas dans mon lit. Donc on peut pas secouer à Beauvau. On peut pas confier l'intérieur à tout le monde. Alors en effet, Laurent Wauquiez, il est à la tête du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée. C'est le groupe pivot, c'est-à-dire que rien ne peut se faire sans ce groupe-là. Il a 47 députés, donc évidemment, il va continuer à peser. C'est beaucoup mieux que d'être président de région. Il va peser, Laurent Wauquiez. Non, c'est pas. Non, mais je vous parle. Est-ce que le nouveau Front Populaire, c'est quand même les grands perdants? Excusez-moi de vous dire ça. Gilles Verdet, je me tourne vers vous parce que ça vous a coûté un œil ces conneries. Absolument. Il a perdu un œil avec ces conneries de gouvernement, lui. Il était tranquille. Le 8 juillet, il était en train de faire la fête à la place de la République. Aujourd'hui, il a perdu un œil. Mais sans déconner. Le 8 juillet, c'était le roi du monde. Il faisait partie des 4 fantastiques. Aujourd'hui, c'est Albator. Mais bien sûr, c'est les grands cocus. C'est ceux qui ont gagné l'élection. Vous voyez que vous avez bien choisi votre camp. C'est ceux qui ont gagné l'élection, qui sont tricards, qui sont mis au banc. Le Rassemblement national
et la gauche et l'extrême gauche. Donc voilà, c'est ça qui ne va pas dans ce gouvernement. Et moi, je suis persuadé, pour revenir sur ce que disait Jules, je suis en total désaccord. Il dit les grands perdants, c'est Darmanin, c'est Wauquiez. Alors attention, excusez-moi, on redescend 2 minutes parce que c'est mon chouchou. Oui, je vais défendre. Mais vous avez raison. Je suis pas tout à fait en phase avec Jules, mais néanmoins, son analyse est pertinente. En fait, Jules, ceux qui sont en dehors du gouvernement, pour moi, je suis d'accord avec Cyril, ce sont les grands gagnants. Ils misent sur l'échec du gouvernement. C'est un gouvernement mal né. C'est un gouvernement qui va se fracasser sur le budget, sur des compromissions. Il vaut mieux être dehors. Vous savez que tous ceux qui sont dehors vont gagner. On dit que Cazeneuve se prépare pour l'après. Exactement. Il paraîtrait que Emmanuel Macron aurait déjà dit à Bernard Cazeneuve: t'inquiète pas, reste sur le banc, on va te faire entrer. Entrée du numéro 12, Bernard Cazeneuve. Sortie du numéro 14, Barnier qui a fait première mi-temps un petit peu décevante, Patrick. Oui, Barnier sort, apparemment, on parlerait de Ibrahim Abdoulaye pour le remplacer, bien entendu, à l'OGC Nice, bien entendu. Mais pour le moment, c'est entrée de Bernard Cazeneuve, le numéro 12. Oui, merci. Bon, je suis pas du tout d'accord avec Gilles Verdez, mais c'est normal, il n'est pas journaliste politique, donc il peut pas être au courant de tout ce qui se passe. Alors attention, pas sur le ton là. Il m'a attaqué. Je me défends. C'est vrai, vous avez raison, défendre. On dirait qu'il a raté 6 fois HEC avec son look de premier communion, là. Non mais arrêtez. C'est lui votre icône du journaliste politique. C'est lui qui me fracasse. Alors HEC, premier communion, ça ne va pas du tout ensemble. Gilles Verdez, calmez-vous, c'est pas parce que ça va. Parce que quoi On sait très bien, vous savez très bien de quoi je veux parler. Oui, Jules Torres. Non, Gérald Darmanin, ça va être très compliqué parce que il est à l'extérieur et il est tributaire du mandat d'Emmanuel Macron. Il était pas à l'intérieur avant ? Il était à l'intérieur. Maintenant il est à l'extérieur. Il était à l'intérieur, maintenant il est à l'extérieur. Mais le problème, c'est que c'est très facile d'exister quand ça fait longtemps qu'on n'est plus là. Typiquement, Édouard Philippe. C'est plus facile d'exister quand on est Édouard Philippe. Quand on est Gérald Darmanin, qu'on a été 7 ans ministre d'Emmanuel Macron, on ne peut pas on est dire... comptable. On est comptable du bilan d'Emmanuel Macron, on est comptable pour l'instant de son septennat. Oui, il n'est pas comptable, il est député aujourd'hui. Mais donc, c'est pas possible d'exister quand on est tributaire du bilan d'Emmanuel Macron. Ah ouais. D'accord, merci. Merci Jules Torres. Moi, ce que je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir un ticket... Moi, je pense aussi. Philippe Darmanin. Il y aura un ticket Édouard Philippe à l'Élysée, Darmanin à Matignon. Exactement. Allez, on a des auditeurs en ligne qui veulent réagir sur ce gouvernement et après on reviendra bien sûr sur tous les noms, parce qu'il y a des noms qui circulent bien entendu. On a une liste, on va vous la redonner bien entendu. On avait à l'agriculture, on avait qui déjà ? Agriculture, on a Annie Genevard ou Julien Dive. Exactement, Julien Dive qui revient d'une tournée triomphale, bien entendu. Non, on a pas notion au travail. Pas notion au travail, c'est une très bonne députée, très à cheval sur les questions de laïcité. Ouais, c'est vrai. D'accord, elle arrive à cheval, d'accord. Il y a Le Cornu qui reste à la défense. Maude Bréjon. Porte-parole du gouvernement, excellente, enfin. Ça fait plaisir à tous mes potes, parce qu'ils sont fous d'elle. Ouais. Non mais au-delà d'être une très jolie femme, c'est une excellente porte-parole. Ouais, c'est vrai. Elle arrive tout le temps à retomber sur ses pattes. Absolument. Ah, mais c'est un chat. Et jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle parle pas comme une technocrate. Absolument. Ouais. Elle sait parler. Et on parle à l'Europe. Il y a un ministre de l'Europe, c'est quoi ça ? Alors, le ministre actuel de l'Europe, c'est Jean-Noël Barrot. Ouais, c'est ça. Et là, on parle de Haddad. Il y aurait Benjamin Haddad, qui est député du 16e arrondissement, qui serait à l'Europe, et aux affaires étrangères, ce serait Jean-Noël Barrot, l'actuel ministre de l'Europe. Exactement. On a Dariussecq. Geneviève Dariussecq. Ouais. Oui, où ça déjà ? Très sympa, à la santé. À la santé. Je la connais pas. Non, c'est à la santé. C'est l'ancienne, mes ministres, vous savez, des anciens combattants. Et c'est ça, voilà. Qui a été une très bonne ministre et qui sera sans doute une très bonne ministre de la Santé. D'autant plus qu'on sait qu'actuellement dans les hôpitaux, il y a des grèves massives, qu'on n'a pas de moyens. Donc ça va être un vrai chantier pour Michel Barnier et donc Madame Dariussecq. Aussi, c'est important. Et il y a un nouveau ministère, Cyril, il faut le dire aussi. Ministère de la laïcité et des discriminations avec Othman Nasrouk, qui est vice-président de la région Île-de-France, qui est un très bon élu de Trappes notamment, et qui on sait tout ce qu'il se passe à Trappes aujourd'hui, les problèmes de communautarisme, les problèmes de montée de l'islam radical, et donc il connaît ces sujets par cœur. On l'a souvent reçu. Et ça, attention, parce que ça pourrait déplaire à la gauche. J'entendais ce matin sur une autre radio un éminent porte-parole. Vous écoutez une autre radio ? Non, j'ai vu sur Twitter passer, j'ai pas écouté. Attention, les gars, moi j'aime pas bien ça, on est sur Europe 1. Moi, toutes les infos, je ne les ai que sur Europe 1. Et qui disait... À la limite Europe 2, et qui disait en substance que ça pourrait être une provocation faite à la gauche, car ce ministère de la laïcité deviendrait directement un ministère de l'islamophobie. Bien sûr. Bon, c'est une connerie abyssale. Qui a dit ça ? C'est, vous savez, Pablo Pio-Vivien.
Ah ouais, Oui, oh, bon, les ça, c'est mecs, un ça commentaire. va. Un Non, mais Gilles commentateur. Verdez pense la même chose. Hein. C'est le fils de Mais bien Gilles sûr. Verdez. Non mais franchement, non mais attendez, Gilles Verdez. excusez-moi. Évidemment. Mais évidemment, mais Gilles Verdez, qui vous a donné votre avis? Qui vous a demandé votre avis? Personne. Bah voilà. Le ministère de la laïcité, pour toi, c'est un ministère de l'islamophobie? C'est un ministère contre la gauche. Oh là Vous là. savez très bien. Bah bien sûr, Bah, Othman pas contre Nasrou la gauche. et attrape. Othman Nasrou, il est exceptionnel. Bah, si vous voulez, Oui. mais enfin bon. C'est autre chose que tes potes. Je te le dis. Si vous voulez, bon, c'est un proche de Valérie Pécresse, Oui, je sais, oui. effectivement, élu de Trappes, mais le ministère de la laïcité, effectivement, c'est le ministère contre les musulmans, vous le savez très bien. mais C'est fait pour Tu ça. vois, c'est ça Mais le je vous le dis, problème. mais c'est C'est ça. vider de son sens le terme de laïcité pour le rattacher à l'islamophobie. Mais ouais. Je trouve que c'est Voilà. délirant. Et C'est par ailleurs- exactement, c'est tout ce qu'on veut pas entendre. Ah bah. Non, mais voilà, Gilles Verdez, vous représentez tout ce qu'on veut pas entendre. Il y avait une bonne ambiance dans cette émission jusqu'à présent. Ça, il y avait une bonne ambiance. On était bien. Il a fiché son grain de sel là-dedans. Il nous a flingué l'émission sur Europe 1. Il nous a flingué, on marche sur la tête. Non mais franchement, voilà pourquoi l'émission marche sur la tête. Voilà. Non mais sans rigoler, je suis sûr que tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent là, ils sont en voiture, ils sont chez eux, ils rentrent peut-être là, ils se disent allez, ils partent peut-être en week-end. Il y en a qui partent en week-end dès maintenant. Ouais, j'adore. Moi, je pars souvent en week-end le vendredi. Ils ont futé annonce orange aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Si. Ben, je l'ai eu au télé tout à l'heure, il m'a dit. Bon, bah, très bien. Non, mais Gilles Verdez, vous salissez tout. Non, mais franchement, vous salissez tout, vous êtes tout ce qu'on déteste. Vous salissez les mots. Non, mais c'est vrai. Vous salissez les mots, vous salissez les appellations, vous salissez la politique française, vous salissez la France. Ouais, mais il en fait pas exprès parce qu'il est resté dans les années 80. Et il a une réflexion de 1983. Qu'est-ce qu'elle veut, Mireille Dumas En fait. Non, mais c'est vrai. Non mais Non mais c'est grave de changer Ouais. la définition du mot laïcité. La laïcité, c'est un des fondements de notre République. oui. C'est Mais- très Mais important. pourquoi on fait un ministère de la laïcité, à votre avis? Bah, justement pour défendre la laïcité. Et elle a besoin d'être défendue? Bien sûr Bah, qu'elle a visiblement, raison. oui. Ah, contre bah, qui? Contre qui? Contre toi. Ah, Bah, voilà, contre non, toutes mais les c'est ça, atteintes. contre qui? Contre Qui toutes attaque les la atteintes. laïcité? Jules. L'islam radical. Ah ben voilà, regardez, il a dit le mot. Non mais islam voilà, radical. le Ah oui, problème mais c'est que vous c'est ça. confondez islam radical et musulman. C'est Exactement. vous qui faites, Bravo. Ah non. qui faites cette Pas du tout, différence-là. moi non. Bravo. C'est lui Hein qui fait l'amalgame. C'est lui. Pas du tout. Si, bah, il a L'accusation raison, Jules. d'islamophobie tue. Samuel Paty, il a été tué parce qu'il a été accusé d'islamophobie. Exactement. Dominique Bernard, il a été tué parce qu'il a été accusé d'islamophobie. Gilles Verdez, vous êtes indéfendable. Mais non, Mais vous si. savez très bien que c'est de la politique. Mais arrêtez un mais peu. évidemment. C'est- Mais derrière tout ça, derrière cette prétendue lutte contre le communautarisme, il y a une volonté de donner un gage, à l'extrême droite. Mais dites pas sur. n'importe. C'est pour lutter, il l'a dit. Tu peux lui répéter, Jules, s'il te plaît. C'est pour lutter contre aujourd'hui l'islam radical, les actes antisémites qui Exactement. sont le fait souvent, bien souvent, de l'islamisme radical. Donc Il n'y voilà. a pas le Gilles. ministère de l'Intérieur pour lutter contre ça. Mais- C'est pas le ministère de l'Intérieur Bah, ça qui lutte ne suffit contre pas. ça, non? Alors on peut créer, ça peut exister que dans le C'est le champ. rôle du ministère de l'Intérieur. Oui, bah, Oh, c'est comme le ministre de l'Outre-mer, il a parfois le ministère de la mer. Exactement, Ça bah oui. s'appelle un sous-secrétariat d'État. Ah oui. Bah oui. Valérie Benaïm, comment vous Et entendez d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, en effet, vous avez raison, est chargé des cultes, et c'est pas pour autant qu'on peut pas avoir un ministère de la laïcité. Mais oui. Valérie Benaïm. Mais non, mais comme il y a régulièrement des atteintes à la. Moi, je pense que ce ministère, évidemment, il Il est va. important, il est important. Il ce va être ministère. extrêmement important et il va travailler, j'imagine, en concertation avec le ministère de l'Éducation Bah, bien sûr. nationale, Et de avec le l'Intérieur. ministère de l'Intérieur, Et tous les parce cultes. que ce sujet est transversal. Donc voilà, je vois pas où est a priori le problème. Je vois pas pourquoi a priori tu décides que laïcité Le égale problème, il est dans la islamophobie. ligne politique de Gilles Verdez. Exactement, voilà. Le problème, il est dans la ligne politique de Gilles Verdez. Le problème, il est dans Gilles Verdez. Le problème, il est à l'intérieur de Gilles Verdez. Inside Gilles Verdez. Merci. On a Nicolas en ligne qui est avec nous, ou Yvan, qui vous voulez. Voilà, on a des auditeurs qui veulent réagir. Yvan, bonjour Yvan. Bonjour, Merci d'être avec nous, Yvan. Vous nous appelez d'où? merci à vous. Marseille. Oh, Marseille, j'adore Marseille. Moi, j'adore Voilà. la promenade des Anglais. Moi, j'adore votre bonne humeur. Ah bah merci Yvan, Voilà. franchement on se régale. Voilà, Après, mettez l'ambiance, à part tout quand ça. Gilles Verdez nous met hors de nous. Mais à propos de Gilles Verdez, si je peux me permettre de lui répondre, Oui. Les Français ne sont pas islamophobes. Voilà. Ils sont islamistes-phobes. C'est-à-dire ils sont contre les islamistes. Et on peut très bien être français de confession musulmane et être islamiste-phobe. Exactement. Donc c'est ce mot-là Bravo, Yvan. qu'il faudrait sortir. Non mais c'est très voilà. intéressant ce que Parce dit Yvan. qu'on lutte contre les islamistes. On ne lutte pas contre l'islam ni contre les musulmans. C'est tellement on ce que peut me très disent. bien être de confession musulmane Exactement. et être islamiste-phobe. Mais Voilà. Donc, qu'est-ce que ils vous ont dites de ça, détourné tout ça. Moi, je suis entièrement Voilà. Et d'accord. je réponds à Gilles Verdez, parce que moi, de toute façon, l'extrême gauche, je l'ai déjà dit une fois, par rapport aux idées qu'ils ont, je les appelle l'extrême moche. Je Oui. parle de leurs idées. Hein,
parce que c'est horrible. Voilà, ils sont bons qu'à foutre la merde. Et en plus, ils sont dans le déni de l'islamisme et de tas de choses. Ils veulent pas dénoncer certaines choses. Tout ça par idéologie politique. Yvan, voilà, et par idéologie politique. Je les appelle les insupportables, les insoumis. Je fais un mauvais jeu de mots, mais c'est la réalité. Ils sont insupportables, ces gens-là. Et je me demande comment la gauche traditionnelle a pu s'allier avec des gens pareils. Ah bah ça c'est une honte. Ça c'est la grosse question. Et donc je répète, personne n'est islamophobe, on est islamistphobe. Et on peut très bien être musulman et être islamistphobe. Ça, il faut le crier haut et fort. Juste, Yvan, voilà, tout simplement. J'aimerais Parce que moi, je suis révolté dès qu'on ne peut plus rien dire sans se faire traiter de ceci ou de cela. Il faut voir la réalité en face. Ouais. On est tous victimes de l'islamisme, qu'on soit musulman ou pas musulman. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Gilles Verdez. Il y a marre d'entendre des personnes comme M. Verdez de rabâcher toujours les mêmes choses, hein, de parler d'extrême droite, extrême ceci, de cela. On ne peut plus rien dire. On peut plus rien dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Gilles Verdez, voilà. Quand on entend Yvan, auditeur d'Europe 1, et moi, il a dit un mot très important, Yvan, pour moi. Il a dit vous êtes dans le déni. Et il a tellement raison. Vous êtes dans le déni. Alors, est-ce que vous êtes dans le déni pour aller chercher des voix ? Voilà, je pense que c'est surtout ça, moi. Hein, voilà. Ou est-ce que vous êtes dans le déni parce que vous vous rendez pas compte ? Mais Gilles Verdez, excusez-moi, hein, Yvan, il a tout dit là. Et arrêtez de faire style, oui, vous êtes d'accord avec lui parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui du tout. Donc, Gilles Verdez, excusez-moi, tout ce que dit Yvan, vous êtes le contraire. Oui, mais je respecte ce qu'il a dit. J'acquiesçais parce qu'il a très bien formulé sa pensée. Répondez-lui, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ce qu'il dit. Parce que je vois pas où il dit des conneries, là, Yvan. Alors, la deuxième partie sur l'extrême gauche, etc., je suis en total désaccord. L'extrême gauche. Donc, la France insoumise, ils sont pas insupportables. Non, voilà, il fait des jeux de mots. Là, ils sont pas insupportables. Ils font de la politique, ils vont chercher des votes, ils vont chercher notamment le vote musulman, parce que c'est les seuls qui parlent aux musulmans. Donc, voilà, c'est du communautarisme. Mais non, mais arrêtez. Mais ça veut rien dire. Ils vont chercher des votes parce qu'ils veulent être élus, donc engranger des votes. Il y a 7 musulmans. Le vote musulman est majoritairement vers la France insoumise. Oui ou non, Gilles Ça veut dire qu'on a une unicité. Voilà. Donc ça, c'est première chose. Non, mais Gilles Verdez, c'est très. Attendez, j'arrête 2 minutes parce qu'on va s'arrêter 2 minutes sur ce que vient de dire Gilles Verdez avec Yvan, auditeur d'Europe 1, et avec Jules Torres. C'est extrêmement grave ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire la France insoumise s'en fout totalement des musulmans, mais ils vont les chercher parce qu'ils savent qu'ils vont voter pour eux. C'est exactement ce que vous avez dit. Gilles Verdez vient de faire l'éloge du communautarisme. Souvenez-vous ce qu'a dit François Ruffin il y a quelques jours. Il a dit que pendant sa campagne législative dans la Somme, tous les députés de la France insoumise prenaient, quand ils allaient dans les banlieues et qu'ils croisaient, je cite, des Noirs et des Arabes, ils prenaient la tête de Jean-Luc Mélenchon sur l'affiche. Exactement. Et quand il allait dans les quartiers plutôt de la France rurale, où là, je le cite encore, la population est blanche, il enlevait Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle comment ça ? C'est du communautarisme. Exactement, c'est ça. Et François Ruffin, il était à l'intérieur. Yvan, quand vous entendez encore Gilles Verdez, là, franchement, faire du déni, c'est insupportable, Yvan. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise, il est dans l'idéologie, il n'est pas dans la réalité. Quand on voit que la France insoumise refuse de dire que le Hamas est un groupe terroriste, c'est insupportable. C'est insupportable. Alors ça, justement, c'est pour ça que je les appelle les insupportables. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas l'extrême gauche, c'est l'extrême moche. Ils sont moches dans leurs idées, dans certaines de leurs idées. Après, j'ai beaucoup de respect pour certains d'entre eux, comme Alexis Corbière, comme François Ruffin, parce qu'ils sont vraiment dans le réel. Ils défendent leurs idées. Et moi, j'ai rien contre la gauche. Quand j'étais jeune, je votais à gauche. Mais aujourd'hui, il est hors de question que je vote à gauche. Parce que c'est terminé. Je veux dire, dès qu'on parle d'insécurité, on est raciste. L'insécurité, c'est pas un gros mot. Je veux dire, on le vit au quotidien. À un moment donné, il faut se mettre à la place des gens qui sont tout en bas et qui souffrent de tout ça. Exactement, bien sûr. Gilles Verdez. Pourquoi Alors Gilles Verdez, la gauche, elle a abandonné le peuple. Au lieu de faire du social, elle fait du sociétal. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a plus de gauche. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas la gauche, c'est l'extrême moche. Et donc moi, c'est fini la gauche. On peut plus parler de sécurité, on peut plus parler de quoi que ce soit sans se faire traiter de tous les mots. De toute façon, on s'en sort plus là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Gilles Verdez. Vous voulez que je réponde à Gilles Verdez ? Il est juste dans l'idéologie, il n'est pas dans la réalité. C'est tout. Il n'a qu'à venir vivre un petit peu là dans les quartiers
Hein, il C'est sûr. y a plein de gens, il y a plein de personnes de toute couleur de peau, de toute confession, qui sont pris en otage. Hein, des braves gens qui sont pris en otage à la fois par les islamistes et à la fois par les dealers. D'accord? Mais non, mais lui, il est tranquillement chez lui, vous savez, il n'est pas là-dedans. Mais voilà, il le vit ça. Voilà, ben voilà. Et ces gens-là, s'ils essaient de se défendre, on va les traiter de racistes, on va les traiter de fascistes. Ils n'ont plus aucun recours. Voilà ce que j'ai à dire. Bah, vous avez bien raison, Voilà, Yvan. ils ne tiennent pas compte de la souffrance des gens, de tous les gens, de toute confession et de toute couleur de peau, mais qui sont pris en otage par les islamistes et par les dealers. Voilà, c'est ça qui se passe. Eux, les gens, quand on vit dans les quartiers, qu'est-ce qu'on veut? On veut vivre comme tout le monde. On veut être en sécurité. Merci, Yvan. On ne cherche pas. Et quand j'entends tous ces arrangements là, entre amis là, pour le gouvernement, tout ça, mais ça me dégoûte. Merci, Yvan, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Yvan. C'est moi qui vous remercie, non, franchement, Cyril. c'est important de vous avoir. Je vous embrasse fort. Et vous nous appelez quand vous voulez sur Europe 1. Vous savez que c'est chez vous, entre 16h et 18h, et même tout le temps. Vous pouvez même appeler Pascal Pro. Vous pouvez appeler qui vous voulez, bien entendu. Vous êtes chez vous sur Europe 1. Merci, Yvan, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort. On va se retrouver dans un instant avec les infos. Tiens, People de Fabien Lecave. Et puis, on va continuer sur le gouvernement. On a Nicolas qui veut nous parler. À tout de suite.